Relais à Lyon-Guillotière. Deux BB 67 400 viennent prendre la place des 8100 en tête de la rame. À l'autre extrémité, c'est une CC 72 000 qui se présente pour assurer la pousse. Une configuration exceptionnelle pour pallier le dépassement de la limite de résistance des attelages. C'est le cas avec ce train complet de bobines d'acier qui va devoir gravir des rampes de 10 pour 1000. En tête, aux commandes du couplage, voici Thierry, du dépôt de Lyon-Vèze. Sur la 72 000, à la pousse, voici Alain, du même établissement. 70, c'est moi 2, de Paris à Digoin, t'as compris? 170 Paris Digoin. Entre les deux, 40 wagons de coils, soit 3200 tonnes et plus de 600 mètres. Autant dire que la coordination passe obligatoirement par la radio. Pousser. Dès le départ, le ton est donné. Alain met le paquet car c'est à la pousse d'assurer la base de l'effort de traction. En tête, le rôle de Thierry consiste à nuancer cet effort. But du voyage, Digoin, à 140 km au nord-ouest de Lyon, aux confins de la Saône-et-Loire et de l'Allier. Le parcours qui débute combine un profil difficile et une marche tendue. Les tôles d'acier coulées dans la nuit à fosse et encore brûlantes en cette mi-journée doivent être livrées le soir même aux forges de Guignon. Voilà qui explique l'ampleur des moyens mis en œuvre, peut-être un record de France en traction diesel. Faites l'addition vous-même. 2 fois 2400 chevaux en tête égale 4800, plus 3600 chevaux en pousse, total 8400. Une marche tendue, mais contrariée dès les premières centaines de mètres. Ne pousse plus. Ne pousse plus. J'arrête la pousse. Sur la voie E, la rame du 58 574, ça va à la carotte. Immédiatement, Alain a cessé l'effort de traction. Mais seul Thierry connaît la cause de l'arrêt. Carré fermé. Échange rapide avec le régulateur, il convient d'éviter d'imposer l'arrêt complet du convoi, dont chaque démarrage est interminable. Ouais, à l'ouverture. T'as des signaux, Thierry, alors? La réponse sera indirecte, mais positive. Tu peux me pousser, c'est ouvert. Pousse-moi. Le train qui cisaillait notre itinéraire a dégagé. À nouveau, la 72 000 donne toute sa puissance. Maintenant, le convoi laisse la direction de Perrache derrière lui et s'engage dans la tranchée qui conduit vers la Pardieu.
Montée en puissance et en vitesse. C'est à 60 km/h que nous effleurons les voyageurs qui font les 100 pas sur le quai. Voie libre, mais comme il se doit, les 67 000 referment les signaux sur leur passage et, de la 72 000, on ne voit que du rouge. La pousse, une occasion unique d'accumuler les franchissements de carrés fermés dans le plus strict respect des règlements de sécurité. Après le viaduc sur le Rhône, puis la bifurcation de Saint-Clair, le train s'engouffre dans le long souterrain de Caluire. De l'autre côté, c'est la vallée de la Saône, enjambée par le treillis métallique du viaduc de Collonges. Bientôt, nous allons rejoindre les voies montant de Perrache et avec elles, l'itinéraire historique de l'artère impériale. Bon, bah, ok, merci. Ouais, d'accord. Un secteur chargé où le régulateur prévient Thierry qu'il va rencontrer du jaune. Comme convenu depuis la sortie de la Guillotière, le ralentissement a été anticipé pour que le train n'ait pas à buter sur un nouveau carré. Après une longue marche sur l'air, la vitesse faiblit jusqu'à 10 km/h. Enfin survient le dénouement, le turbotrain Lyon-Bordeaux. Après le dépassement, le train de Cols reprend très progressivement sa vitesse. Il faut laisser au turbo le temps de dégager, puisque nous allons bientôt rouler sur la même voie que lui. Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Après une dernière rencontre entre électrique et thermique, nous allons quitter la grande ligne du Val-de-Saône. Fin de la quadruple voie, puis, dès le début du saut de mouton, interruption de la caténaire. Le train 475 082 pénètre dans son domaine, celui où la traction autonome règne sans partage. Reprise de vitesse. Face à nous, la pleine ligne et la double voie retrouvée. Beaucoup plus loin, on devine à peine les monts du Lyonnais, encore estompés dans la brume. Vu d'ici, l'obstacle paraît dérisoire. Mais dans quelques dizaines de minutes, nous devrons réviser ce jugement. Oui, des chenilles, justement, oui. C'est parti. Des chenilles. Ah ouais, j'ai dû... Après une pointe toute relative, un peu plus de 60, Thierry coupe la traction et se laisse couler. Le train approche de Lausanne. Devant le bâtiment, du plus pur style PLM, c'est un plan de voie encore très fourni, presque intact, qui motive un sévère ralentissement. Car Lausanne reste un véritable nœud ferroviaire. Depuis Saint-Germain, nous empruntions l'amorce de la grande transversale Est-Ouest, celle qui gravit la redoutable rampe des Sauvages, puis donne les directions de Clermont-Ferrand, Bordeaux ou Nantes. Mais dans quelques dizaines de mètres, notre convoi va laisser la ligne des Sauvages sur sa gauche et obliquer vers le nord sur l'artère de dégagement construite au tournant du siècle entre la rive droite du Rhône, l'ouest lyonnais, et Paray-le-Monial, pour soulager l'artère impériale d'une partie de son trafic messagerie. Ça change de gueule déjà là.
là, c'est bon, on peut tirer. Mais depuis les années 50, le trafic a été concentré sur l'itinéraire de Bourgogne et la ligne sur laquelle nous nous engageons est tombée en léthargie. Dernière étape de l'inexorable déclin, la mise à voie unique à l'automne 95. Comment contenir une pénible impression d'abandon sur un parcours qui ne manque pourtant pas d'attrait? Premier aperçu avec le village perché de Châtillon d'Azergues. D'un côté, gros tonnage et grands moyens. De l'autre, une voie unique qui se fond de plus en plus discrètement dans un cadre naturel presque sauvage. Ce contraste est peu courant en Europe, et lorsque monte au loin le rugissement des 48 cylindres, on s'attendrait presque à voir surgir l'un de ces immenses trains cargo de l'Ouest américain. Dans la basse vallée de la Zergue, le convoi roule à bonne allure sur une rampe qui oscille entre 5 et 6 pour 1000. Effort de traction à fond sur les 3 machines. Depuis Lausanne, c'est vraiment un train sans histoire. Après Ternant, tout de même, la vallée se resserre et l'on commence à noter de brefs passages à 9, puis 10 pour 1000. Aujourd'hui, ces premiers raidillons sont imperceptibles. Sous le grand soleil de cette fin d'été, la puissance l'emporte. Mais sur le rail gras des premiers jours d'octobre, il faudra jouer plus serré avec l'adhérence. PK 66. À l'approche de Lamure-sur-Azergues, Alain interrompt la pousse. À l'avant, Thierry aussi a tout coupé. La traversée de la gare est limitée à 40. Lamure-sur-Azergues, c'est le seul évitement conservé sur les 95 km qui séparent Lausanne de Paray-le-Monial. 30 km sans point de croisement de Lausanne à Lamure, c'est encore courant, mais le canton qui va s'ouvrir devant nous jusqu'à Paray atteint la longueur record de 65 km. Et c'est là que les difficultés vont vraiment commencer, avec une rampe continue de 10, voire 10,5 pour 1000. Chaque fois qu'un wagon supplémentaire franchit l'aiguille de sortie, ce sont 80 tonnes de plus qui s'engagent dans la rampe. Alain pousse de toute la puissance de sa 72 000, mais ça ne suffit pas. Le régime du diesel augmente, mais le bruit des transmissions, c'est-à-dire la vitesse, décline. Écoutez bien.
Enfin, la 72 000 a dégagé. Les 67 000 peuvent à nouveau tirer. Comme bien souvent, le tronçon le plus dur est aussi le plus beau. À 3 km à peine de la Mure, la gare de Saint-Nizier d'Azergues marque l'entrée de la boucle du même nom. À la sortie du tunnel, le train passe la halte perdue de Claveyzol, sensiblement à mi-distance du vaste cercle qui lui aura fait gagner 30 mètres lorsqu'il repassera à l'aplomb de sa propre voie. Un site étonnant, même si des 5 viaducs de la partie haute, 2 seulement émergent encore de la végétation envahissante, la Boucle et Grangeneuve. Dans le décor, comme dans les cabines, l'ambiance montagne est évidente. L'aiguille du Tacro n'a pratiquement plus décollé du 40, depuis que le ralentissement de la Mure a brisé notre élan. Mais voici la gare de Poule, au sommet de la rampe. Au bout de la tranchée, c'est le tunnel de fait des Écharmeaux. À l'oreille, on localise facilement le point culminant à 524 mètres d'altitude et l'inversion du profil. Ici débute la descente vers le Charolais, avec un passage privilégié, le viaduc de Mussy-Soudun, un remarquable ouvrage de 18 arches, long de 501 mètres et haut de 60. On se croirait presque en montagne, mais c'est déjà la plaine. Paradoxe, c'est ici qu'Alain interviendra le plus fréquemment en reprenant l'effort de traction avant chacun des petits dodanes qui caractérisent cette section. Mais bien sûr, c'est dans la montée de l'Azergue que le plus dur a été fait. Passé par El Monial, la fin du parcours en dents de scie très atténuée se déroule en bonne partie sur l'air.
gare de Digoin, on s'apprête déjà à la manœuvre, listings en main. Comme ça, on va rentrer toutes les urgences sauf celui-là. Mais celui-là, il va tâcher de le mettre quand même. Et on les marque, non, on les marque pas là. C'est bon, c'est tout. Le train n'est pas encore arrêté devant la halle de transbordement, que l'on sait déjà comment classer les wagons, car il existe bien sûr plusieurs qualités d'acier qui correspondent à des degrés différents de priorité pour l'usine destinataire. Quant au transbordement, il est inévitable. Depuis 1953, Gueugnon a perdu la voie métrique qui la reliait à Digoin. Les projets de reconstruction ne s'étant jamais concrétisés, les 15 derniers kilomètres du voyage incombent à un transporteur routier local. À raison d'un seul coil par semi-remorque, il faudra jusqu'à 120 rotations de camions pour acheminer le contenu d'un train complet. Sans commentaire. Quant à Thierry et Alain, ils repartent illico sur Vèze avec leurs 3 machines haut le pied. Leur très probable record de France de tonnage et de puissance en traction diesel n'était pour eux qu'une journée de roulement parmi les autres. Demain, ça sera peut-être des navettes L'Arbrel en 425 chevaux ou bien une tournée Le Puy en 2800.